Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, il n'y a pas d'autres geeks de sport. Yo soy el solo geek de sport. parce que en fait, je suis parti avec un de mes potes, Dom, avec qui je nageais, pas Dom du Sans Filtre podcast, mais bien un autre Dom avec qui je faisais de la natation pendant longtemps à l'université et qui est resté un de mes bons amis. Puis on a décidé de partir en voyage de vélo pour 12 jours à Majorque, l'île espagnole de Majorque, dans les îles balnéaires. Et j'ai décidé de faire un genre de vlog d'entraînement / voyage où est-ce que je veux vous parler à la fois de mes rides de bike puis de comment j'ai traité ces 12 jours-là, mais surtout, je veux aussi vous permettre en fait de rentrer un petit peu dans ce voyage-là parce que pendant que j'étais là-bas, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont entendu parler de Majorque comme étant le paradis des cyclistes, mais qui ne savaient pas trop par où prendre un voyage à Majorque. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on se rend là? Qu'est-ce qu'on fait avec les vélos? Est-ce qu'on loue des vélos sur place? Bref, nous, on l'a fait. Fait que je vous dis nos apprentissages, puis je vous parle en fait de où est-ce qu'on est allé, quel ride on a fait, dans quelle ville on a habité. Bref, tout ça pour que vous puissiez, vous, si ça vous intéresse, un jour, partir à Majorque de façon plus avisée. Honnêtement, je suis assez confiant des conseils que je donne pendant ce podcast-là parce que ça a vraiment été un voyage incroyable. Magnifique. 10 sur 10, comme on aimait dire. Il n'y a eu rien qui a mal été. Donc, on a des apprentissages, évidemment, mais honnêtement, je pense que notre expérience, vous allez pouvoir en apprendre grandement sur ce genre de voyage-là. Puis comment aussi, si ça vous tente de partir, comme je disais, à Majorque, le paradis des cyclistes. Fait que c'est ça, c'est tout. Le podcast est présenté par Upika. Vous le savez sûrement, rendu maintenant, mais Upika, c'est la compagnie ultime de produits pour vos suppléments en sport d'endurance. On a le Upika Endurance, qui est votre intra-workout, le Upika Récup pour après votre performance, le Upika Carb Boost, qui est pour atteindre vos cibles de nutrition. Tout ça, et bientôt encore plus. Il y a des produits qui s'en viennent, on est bien excités. Fait que sans plus attendre, je vous dis bon podcast et en espérant que vous ayez vous aussi la chance de parcourir les routes de Majorque, cette île absolument magnifique. Bon podcast. Partie 1 de mon vlog d'entraînement à Majorque. En ce moment, je suis dans un Airbnb à Solaire, dans la magnifique ville historique de Solaire. Je voulais faire ce vlog d'entraînement-là parce que j'aime ça documenter, comme vous le savez, ma pratique sportive à travers le podcast Upika. Et je pense que c'est une excellente façon de le faire. Et aussi parce que je partage des Reels sur Instagram avec des vidéos que je filme pendant mes sorties à vélo. Et je reçois beaucoup de questions par rapport à mes recommandations par rapport à Majorque. Parce que on entend parler de Majorque, que c'est beau pour faire du vélo, mais peut-être qu'il y en a qui se questionnent à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais avec ton bike, qu'est-ce qui se passe dans le fond. Puis aussi, je peux donner mes recommandations. Puis juste carrément faire un vlog, là. Fait que je vais juste débuter comme ça. Pourquoi est-ce que je suis ici en ce moment? Dans le fond, c'est Dom, mon ami Dom, avec qui j'ai nagé au Rouge et Or longtemps. On est restés des bons amis après ça. Puis lui, il avait 2 semaines de vacances en début décembre, puis sa blonde n'avait pas 2 semaines. Puis moi, j'étais un peu dans la même situation, non pas que j'étais en vacances, mais comme vous savez, j'ai installé ma vie pour être capable de m'entraîner, puis de partir un peu n'importe où, n'importe quand, puis de travailler à distance. Et je voulais mettre ça à profit encore cet hiver. Donc, on a décidé de partir.
On a regardé où on voulait aller. Puis moi, j'avais tellement trippé sur l'Espagne l'année passée, l'hiver passé quand j'étais allé, que je me suis dit, let's go, on y retourne. On retourne en Espagne, mais cette fois-là, dans les îles Baléares à Majorque. Mallorca, de son petit nom. Donc, on est parti. Notre vol, ça a été simple, là, puis ça a été 10 sur 10, aucun inconvénient dans le vol. On a décidé d'amener nos vélos parce que ça devenait vraiment plus rentable. C'est un petit peu plus compliqué, mais vraiment pas. Vous allez comprendre quand je vais le raconter. Fait qu'on est parti, on a mis nos bikes dans nos sacs à vélo, puis on a pris un vol Québec-Montréal, Montréal-Barcelone avec Air Canada. C'est important si vous faites des vols comme ça, un petit truc. Si vous amenez vos vélos, Air Canada, c'est vraiment la compagnie aérienne la plus avantageuse pour voyager avec un vélo parce que la valise de vélo compte pour une valise normale. Fait que, par exemple, là, moi, je pars avec mon sac à dos, qui est un gros sac à dos qui contient quand même bien du stock. Et ma première valise, j'ai pas de valise, en fait, tout est dans mon sac à dos. Et la première valise, c'est mon sac de vélo. Puis quand c'est un sac de vélo, ben, la limite n'est pas à 50 livres, elle est à 70 livres. Donc, vous pouvez mettre votre vélo, mais aussi d'autres trucs. Fait que c'est pour ça que tu peux juste avoir un sac à dos. Fait que là, moi, ma valise était pile 25 kilos. Donc, à la limite supérieure de ce qui était accepté. Je pense même que c'est plus que ça, Air Canada, mais il y avait une limite l'autre bord. Je savais que la limite, c'était 25 kilos pour la valise de vélo. Donc, j'ai rempli ça jusqu'à 25 kilos. J'ai pu avoir juste un sac avec moi dans l'avion. Puis Air Canada, il te charge, dans le fond, le prix de la première valise pour ton vélo si tu n'amènes pas d'autres valises. J'ai oublié c'est quoi les montants, là, mais c'est vraiment raisonnable. Là. Je pense que c'est 50$ par valise ou 70$ pour la deuxième, là, quelque chose comme ça. Donc, assurez-vous que le vol soit géré par Air Canada aussi. Fait que c'est pas juste t'achètes sur le site d'Air Canada puis après ça, tu prends Lufthansa pour revenir, par exemple. Il faut comme que ce soit le vol au complet, aller et retour, qui soit opéré par Air Canada ou Air Canada Rouge ou Air Canada Jazz. Ce qui était le cas jusqu'à Barcelone. Et après ça, de Barcelone, on a pris un vol avec la compagnie Vueling, qui est une compagnie de voyage qui est quand même cheap là, en Europe. Donc, Barcelone, Palma. On a fait ça, je pense que le billet d'avion était à 25 € ou 30 € si je me rappelle bien. Mais là, par exemple, étant donné que c'est des petits avions, le bike, dans son sac, lui, c'était 65 € par vélo. Puis même les valises de soute sont chères. Fait que si vous êtes capable de voyager juste avec un sac à l'intérieur de l'avion et mettre le reste que vous pouvez dans votre valise de vélo, c'est vraiment optimal. Moi, je suis un gars qui voyage quand même léger, donc j'ai sauvé beaucoup, beaucoup d'argent sur ça. Après ça, on est arrivé à Palma de Mallorca, qui est, je pense, la capitale, ou du moins la plus grosse ville. Et on avait loué un Airbnb au port d'Alcúdia, qui se trouve à être au nord complet de l'île. Et là, on était au sud complètement. Mais c'est une petite île, là, c'est 50 km d'un bout à l'autre. Fait que c'est vraiment facile à faire. On est arrivé à l'aéroport. On a pris un autobus vers la gare centrale, un autobus vers port d'Alcúdia. Puis ça nous a pris, je sais pas, en tout de l'aéroport, là, peut-être 1h45. Il y avait des soutes à bagages dans les autobus, super facile de mettre nos sacs de vélo, mais quand même une longue journée de voyage. Là. Se rendre en Europe, c'est facile si tu fais Montréal-Barcelone, par exemple, ou est-ce que c'est juste un vol de 6 heures puis tu sors à Barcelone. Tous les petits transferts, les autobus puis tout, considère que c'est ta journée au complet qui passe là. Ça nous a pris genre 22 heures porte à porte, là. 23 heures, je pense, porte à porte. De chez nous à notre Airbnb au port d'Alcúdia. Étant donné qu'on est en hiver, le port d'Alcúdia, c'est un peu comme Fort Lauderdale, j'ai l'impression. Là. C'est genre, ça doit être là que tous les vacanciers européens vont en été, quand c'est trop chaud, à Madrid, par exemple, ou dans ces pays-là. Parce que là, c'était vraiment pas de saison. Le port d'Alcúdia, là, on est arrivé là la première journée, on a pris une marche autour de notre Airbnb. Ça avait l'air d'un film d'horreur. C'était une ville fantôme. Puis en plus, on arrivait le lundi soir.
Fait qu'en Espagne, le lundi, mardi, ils sont bien mollo. Fait qu'il y avait rien qui se passait. On s'était dit comme, oh, genre, est-ce qu'on n'a pas compris quelque chose? Finalement, plus tard dans la semaine, on a réalisé que c'était juste la saison morte de 1, mais de 2, que, tu sais, le week-end, le monde sortait un peu plus, là. Fait que ça, c'est ça pour notre allée. Tout s'est passé 10 sur 10. Il n'y a rien qui a été compliqué. Aucune valise perdue, aucune attente déraisonnable. Tout a été vraiment smooth. Le plus smooth que ça peut être, là, 23 heures de voyage, mais ça a été quand même très, très simple et ça s'est très bien passé. Premier jour, comme je l'appelle, parce que les jours off, je ne compte pas comme des jours de voyage ou les jours de transport. Bref, premier jour, on s'était dit qu'on voulait faire une petite sortie de vélo tranquille. On voulait aller voir le Cap Formentor, qui est comme au nord, complètement au nord de l'île, le bout le plus au nord de l'île, parce que ça semblait être scénique et épique. On s'était envoyé beaucoup de vidéos de gens en vélo à Majorque avant, fait qu'on savait un peu les spots qu'on voulait voir. On voyait aussi les segments sur Strava. On savait lesquels on voulait aller voir. Là, il y avait une montée que le KOM était détenu par Alberto Contador, la légende espagnole. On s'est dit, on va aller là, on va monter cette montée-là la jour 1, puis on va garder ça tranquille, on va pas faire trop de kilomètres, juste pour se délier les jambes. Mais cette journée-là, il ventait, là. J'ai jamais vu du vent comme ça. C'était dangereux, tu sais, sur du plat, quand on avait des crosswinds, là, on avait l'impression que les roues allaient partir. Fait qu'on a monté jusqu'en haut du premier col, puis on a décidé de pas se rendre jusqu'au Cap Formentor parce que c'était dangereux. Là. Honnêtement, on a comme tourné le coin parce que là, t'es exposé complètement au vent. On a tourné le coin du col, puis on s'est fait... on était quasiment arrêté. Il fallait pousser comme 350 watts juste pour avancer à 5 km/h puis pas tomber de notre vélo. Là. Fait qu'on n'avait pas prévu ça vraiment. On est revenu, on a fait, je pense, 65 kilos la journée 1. Puis là, on était un peu stressé. On s'est dit, bon, ben si c'est de même tout le temps, ça va être de la merde un peu notre voyage de vélo. Mais Dom, c'est un pilote d'avion, fait qu'il y a une application sur son cell qui est capable de tracker le vent. Puis là, on a vu que dès le lendemain, ça tombait quasiment au plat. Fait qu'on s'est dit, bon, parfait, on va se garder des jambes pour demain, puis on va y aller. Le lendemain de ça, on a décidé de faire une grosse journée parce qu'il faisait beau, puis il y avait du soleil, il n'y avait pas de vent. Fait qu'on a décidé d'aller à Sa Calobra, qui est la montée probablement, ou du moins le col le plus connu, le plus réputé de Majorque. Ça se trouve à être 10 km à 7% de dénivelé. Quand même un dénivelé steady et constant, mais tu sais, c'est une route qui serpentine dans les montagnes. Même quand la route passe, elle fait comme un loop, puis tu passes dans un tunnel de la route en haut de toi. Là. C'est fou, mais la particularité de ce col-là, c'est que tu peux pas le faire avec des jambes fraîches. Puis la raison pour ça, c'est parce que le seul chemin pour se rendre jusqu'en bas, c'est par en haut. Sauf que pour te rendre par en haut, il faut que tu montes déjà un col avant. Puis un col quand même robuste. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du port d'Alcudia. On a monté par le col de Femina, qui est aussi quand même un gros col dans ce coin-là, qui est un segment certifié sur Strava pour les geeks d'entre vous. Fait qu'on a monté le col de Femina, qui est quand même costaud. Là. C'est genre 500 mètres là, de D+, mais moins de pourcentage. Fait que genre à 6,3. Même peut-être moins que ça, là, 5,8, de quoi comme ça. Fait que quand même steady aussi. Fait qu'on finit ce col-là, on fait bon, OK. On arrête, on se prend, tu sais, Coke, croissant, etc., etc. Haribo, on remplit nos bouteilles. Puis là, tu remontes encore un peu. Puis là, tu arrives en haut. Ça s'appelle le col del Reis, qui est essentiellement le nom du col duquel tu pars pour te rendre à Sa Calobra, qui est l'espèce de petite ville en bas complètement. Fait que là,
c'est une des rares, en fait, le seul col que j'ai fait de ma vie que tu descends avant de monter. Fait que là, tu fais toute la descente. La descente est magnifique. C'est vraiment là de toute beauté. Fait que tu fais tous les virages en épingle. Tu fais le in and out. Tu te laisses aller au soleil. T'es ses freins parce que c'est quand même du stock. Mais c'est magnifique. Là. Honnêtement, une des plus belles descentes. Puis c'est long, hein, 10 km de descente. C'est long parce que ça va pas vite. Là. T'es pas comme en ligne droite. Tu fais vraiment du serpentinage. Puis c'est de toute beauté. Fait que bref, t'arrives en bas. Puis là, tu prends 2-3 gorgées d'eau parce qu'il y a comme pas vraiment de dépanneur, il n'y a rien pour se ravitailler durant la saison morte. Il y avait un petit resto, mais ça n'avait pas l'air de la grosse affaire, là, genre de la bière, puis des tapas, puis des cigarettes, si tu veux. fait que tu repars. Puis là, c'est 10 kilos à 7%. 7%, ça paraît pas tant que ça. Si c'était juste 10 kilos à 7%, ça va. Mais quand il y a du 7% de moyenne, c'est qu'il y a du 5%, mais qu'il y a du 9%, puis du 10%. Pas beaucoup de passages à 10 en montant, mais quand tu commences à frotter le 9%, là, après 8 kilos de montée, ça commence à pincer. Puis moi, je suis quand même un gros gars. Je dis pas ça pour me vanter, ni quoi que ce soit, mais je suis quand même large et pesant. Puis je roule avec du 32. Moi, ma cassette en arrière, c'est du 11-32. Puis honnêtement, je pense que j'aurais pu... J'avais du 28 avant. J'ai acheté du 32 pour le voyage en me disant qu'il faut que je sois capable de ne pas pousser beaucoup de watts dans les montées. Honnêtement, j'aurais dû avoir du 36 en arrière parce que là, juste pour avancer, j'étais à peu près à 270 watts. Fait que là, t'es comme à 270 watts au minimum pendant l'estime montée qui finit plus. Là. À la fin, j'avais hâte, ça se termine. Puis là, t'es rendu en haut du col d'El Reis. Puis là, il fallait redescendre jusqu'à chez nous. Mais une des plus belles expériences que j'ai faites, c'est sûr que j'ai rushé pas mal à la fin. Mais ça en valait toutes les secondes. C'était vraiment magnifique. C'était une des plus belles rides de ma vie, honnêtement. Pas que j'en ai fait tant que ça, là, mais la Sacalobra, si vous allez à Majorque, c'est vraiment le gros must. Vraiment, vraiment. Du moins de mon point de vue jusqu'à maintenant. Puis il nous reste encore 4 jours de bike, fait que ça se peut que j'aille d'autres musts dans la partie 2 de ce vlog-là. Troisième jour de bike, on a décidé de se réessayer sur le cap de Formentor parce qu'on s'était jamais rendu au bout à cause du vent. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un détour jusqu'au col d'El Reis par le col des Batallas. Allez voir mon Strava là, si jamais vous planifiez un voyage à Majorque ou écrivez-moi en DM, mais là j'essaie de prononcer le mieux que je peux de mémoire en plus. Ça se peut que ce soit même pas ce que je dis. Mais on a passé le col des Batallas pour monter jusqu'au dépanneur qu'on était arrêté avant d'aller à Sacalobra. Puis là, on est redescendu par le col de Femina qu'on avait monté la veille pour se rendre jusqu'au cap Formentor. Et là, on s'est rendu jusqu'au bout. Le cap Formentor, c'est vraiment beau. J'enlève rien du tout à cette place-là. Mais une fois que tu l'as fait une fois, tu l'as fait. Comme là, ça me tente de retourner à Sacalobra, ça me tente pas nécessairement de retourner à Formentor. Parce que c'est comme... C'est vraiment hot une fois que tu arrives. Mais c'est pas... l'expérience n'est pas infinie, là. Dans le sens où Sacalobra, c'est infini pendant longtemps. Là, qu'à Formentor, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour un point de vue. Tu arrives au point de vue, il y a des chèvres qui se font nourrir, là, tu fais salut, puis après ça, tu repars. Fait que ça vaut la peine de le faire, mais c'est une expérience qui est moins, on dirait, glorifiante, ou pas glorifiante, mais gratifiante était le mot que je cherchais, que monter un long col. T'sais. Les longs cols, c'est à chaque virage en épingle, tu vois un nouveau point de vue, une nouvelle expérience, puis ça dure vraiment longtemps. Puis tu as le temps en masse d'y réfléchir, d'y penser, de te laisser imprégner. Puis après ça, tu as la descente en plus
qui rend ça encore plus débile. Là, le Cap Formentor, puis il faut dire qu'on est allé aussi le samedi, je pense. Non, on est allé le vendredi, mais il y avait beaucoup de véhicules parce que c'est ouvert aux chars. Alors que l'école, comment c'est fait ici, c'est que les voitures, les autoroutes, pour se rendre d'une place à une autre, passent en dessous des montagnes. Fait que tout ce qui est l'école, les routes genre de campagne, il n'y a pas de char. Il y a juste pas de char. On en croise, là, mettons, premièrement, à Saint-Calobra, il y en avait zéro. Il y a eu zéro voiture qui s'est rendue là de notre passage. Fait que ça a duré, je sais pas, down and up, ça a pris 1h30, mettons, 1h45. Puis on a vu un char, puis c'était un char de sécurité qui partait d'en bas pour monter en haut. Fait qu'il y avait zéro voiture. Fait que, tu sais, tu peux faire les virages, tu peux être large, t'as aucun stress. Tandis que Formentor, il y avait des chaînes de voitures, une derrière l'autre, parce que c'est ouvert aux voitures, les voitures peuvent se rendre jusqu'au bout. Fait que la gratification d'être à un endroit où est-ce que juste toi, tu peux y aller avec tes jambes puis ton vélo, c'est pas la même, tu sais. Fait que bref, Formentor, je l'ai vu. Si vous allez à Majorque, ça vaut la peine de le faire quand ils ne vendent pas, parce que sinon, vous allez pas aimer ça pantoute. C'est exposé d'un bout à l'autre. Mais bref, après ça, on est revenu au Cap d'Alcudia. Puis c'était débile. Un mot juste pour insister un peu là-dessus sur les voitures, là. Moi, ça fait un petit bout que j'ai arrêté de faire du vélo sur des routes passantes au Québec. Cet été, j'en ai pas fait du tout. Les seules fois que j'ai roulé dehors, c'était... où j'en ai fait très, très peu. Les seules fois que j'ai roulé dehors, c'était dans le parc de la Gatineau, où est-ce que les routes sont fermées pour les voitures. Fait qu'il n'y a pas de voiture toute la semaine, excepté le mercredi après-midi et toutes les avant-midi de week-end. Fait que c'est juste là que je roulais parce que, honnêtement, ça me fait peur. Au Québec, je trouve que le monde ne font pas attention. Les automobilistes sont presque enragés de voir des cyclistes. Ça m'est arrivé 2 fois de me faire klaxonner puis de me faire un esti de dude dans son pick-up aux équerres. J'étais avec la gang de vélo cartel. Un esti de cave qui passe à côté de nous autres qui donne un coup de gaz pour nous surprendre. C'est pas comme si on est 12 de large, là, tu sais. Au pire, man, t'attends 2 secondes de plus puis tu me dépasses parce qu'ici, ce qui se passe quand t'as un char qui arrive en arrière, dans des cols, par exemple, le char, s'il n'y a pas la vision claire en avant de lui de au moins 500 mètres, il va jamais te passer. Des fois, c'est arrivé là, qu'il y avait des chars qui restaient... Maintenant, là, des chars qui restent en arrière de toi pendant, je sais pas, même 3 minutes. Là. 3 minutes à attendre de vraiment avoir un espace dégagé pour complètement se tasser, te dépasser tranquillement, puis aller se remettre en avant, loin devant. Fait que bref, moi, au Québec, je roule plus dehors à cause de ça. Après ça, t'entends les histoires là, du monde qui se font frapper. Ça arrive souvent au Québec, là, en passant. Ça arrive fréquemment. À chaque été, il y en a plusieurs. En Amérique du Nord, c'est un fléau. Puis t'as des animateurs de radio qui encouragent les gens à nous faire peur à vélo, tu sais. Fait que, ça en nommé de nom, là, mais si vous avez vu passer cet extrait-là, vous savez de qui je parle. Fait que bref, tout ça pour dire qu'une des raisons aussi pourquoi je veux venir rouler ici, en Europe, en Espagne, c'est ça, c'est cette culture-là. Ici, le vélo est roi. Il y a des locations de vélo à Solaire, là, on se promenait tantôt. On a vu 3 magasins en dedans d'un bloc qui louent des bikes, du monde qui vient de faire des voyages ici, des locaux qui c'est leur activité de tous les jours, monter un col. Puis les gens qui sont dans des cols, dans des routes qui sont roulables à vélo, ils le savent, puis ils font attention. C'est vraiment pas la même chose. Si vous avez jamais fait ça, je vous encourage grandement à essayer de le faire, à essayer de le voir, puis vous allez voir que c'est pas du tout la même mentalité, puis que tu roules vraiment moins nerveux, vraiment moins stressé. Bref, ça c'était mon éditorial de la journée. La 4e journée, on a décidé, le port d'Alcudia, là, on venait de gosser un peu d'un col, puis on venait de faire Formentor. Puis là, on savait qu'on s'en allait à Solaire, qui est comme à l'ouest de l'île, et qu'à partir de Solaire, on est vraiment à côté de Sac-à-l'Aubra, si on veut la refaire. On est à côté
de 2 autres montées qu'on va faire dans les prochains jours, le Puy-Major et le Col de Solaire, qui sont 2 autres montées légendaires de l'île de Majorque, mais on savait qu'on allait les faire durant nos 4 derniers jours de vélo à partir de Solaire. Fait qu'on a dit, bon, mais on va aller au sud-est, en fait, plus à l'est qu'au sud-est, mais on va aller à l'est de l'île où est-ce qu'on n'allait pas pouvoir y aller. Fait que on s'est rendu là. Là, j'ai oublié le nom des îles, des villes, mais je pense que c'était Antra ou Atra. Ish. Allez voir mon Strava. Mais c'était un long plat pour y aller dans les champs avec les montagnes au loin. Ça, c'était vraiment beau. Ensuite, il y avait un petit col, là, genre catégorie 4. Là, c'était 2,5 kilos avec, je pense, 200 mètres de D+, mais c'était vraiment beau. On le monte, on le descend à l'autre bord. Là, il y avait une petite église. On avait l'air d'être dans le Gladiateur là, à la fin quand il meurt et qu'il retrouve sa famille. Là. Puis là, après ça, tu le remontes l'autre bord, tu le redescends. Finalement, on a poursuivi jusqu'à la côte Est, où est-ce qu'on est allé manger sur le bord de la mer. Magnifique setup. Fait que après ça, on est revenu en ligne droite. On n'a pas refait le petit col. Là, on est revenu direct. Un autre 100 quelques kilos. Magnifique. Là, on faisait c'était la première fois qu'on était sur du plat longtemps. Là, fait qu'on faisait des changements de leader à chaque 2 kilos. Puis Dom, il est plus fort que moi de base. Il a aussi un meilleur bike que moi. Fait que lui, il prenait des fois, il prenait les relais plus longtemps. Puis c'était bien correct de même parce que, tu sais, il faut trouver... Le vélo, c'est ça que ça a de cool. C'est que c'est le seul sport où est-ce que 2 personnes qui sont pas du même niveau peuvent rouler ensemble, sur du plat en tout cas. Puis fait qu'on en a profité un peu pour revenir bien rapidement au Bercail. Et après ça, le lendemain, on quittait le port d'Alcudia pour venir ici à Solaire. On a pris un bus, le même bus qu'on avait pris pour faire Palma, port d'Alcudia. On l'a pris port d'Alcudia, Palma. Encore une fois, les bikes dans le soute, super simple. Et après ça, un petit bus de Palma jusqu'à Solaire. Ça a pris même pas 30 minutes dans le bus. En tout, ça nous a pris 2 heures peut-être venir se déplacer. 9 € d'autobus. Tout simple. 10 sur 10 pour le voyage encore. Et là, on est dans un petit Airbnb charmant sur 4 étages à Solaire. Puis là, demain, on s'enligne pour... possiblement, là, on va checker la météo tantôt. Là, le ciel a l'air de s'être dégagé. Puis le vent a l'air d'arrêter demain à 10 heures. Fait que ça se pourrait que demain à 10 heures, si tout va comme on le veut, on s'enligne pour notre plus grosse journée du voyage avec un 120 km et 2600 mètres de dénivelé. On se rendrait jusqu'à l'est complètement de l'île, jusqu'à l'ouest, pardon, Antrax, je sais pas trop comment ça se prononce, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend toute la journée. Fait qu'on va voir ça. Puis je vais faire une partie 2 après nos 4 prochains jours d'entraînement. Puis encore une fois, je vous invite, si jamais vous avez des questions sur notre voyage, je vais essayer d'être le plus détaillé possible. Mais si vous avez des questions sur notre voyage, écrivez-moi. Ou attendez la partie 2 parce que peut-être que je vais y répondre. Merci, gang. Hola! Partie 2 de mon vlog d'entraînement à Majorque, en Espagne. Le paradis des cyclistes. Quand je vous ai laissé, on venait d'arriver à Solaire, dans la petite ville de Solaire. Quasiment un village plus gros qu'une villette. Appelons ça une villette. C'est une petite ville magnifique qui est vraiment à creux de montagne, donc qui est entourée de montagnes. Et vous me voyez venir, en fait, quand tu veux te sortir de Solaire, tu n'as pas le choix de monter une montagne. Il y a 3 options pour sortir d'ici, puis les 3 options ont 500 mètres minimum de dénivelé. Fait que c'est quand même un défi. Je vais revenir sur ce que je recommande ou non Solaire, puis où est-ce que je reviendrai si j'avais à revenir
à Majorque. Mais premièrement, juste revenir sur les journées d'entraînement en tant que tel, puis vous donner un petit peu mes highlights, puis les chemins que j'ai préféré faire. La première journée à Solaire, donc ça se trouvait être la 5e journée de vélo. J'ai fait 7 journées de vélo en tout. Puis c'est ça. Là, je reviens tout juste d'un jog. On est rendu à la 9e journée de notre voyage. Je reviens d'un jog. Demain, puis là, on pack les valises. Demain matin, on quitte vers Palma. On passe une soirée à Palma et on prend l'avion samedi matin. Donc là, en ce moment, je vous parle jeudi après-midi. Donc, c'est ça. Fait que là, la 5e journée de vélo, donc tout de suite après la journée qu'on a pris pour passer de Alcudia jusqu'à Solaire, on a décidé d'aller faire une loop costale au nord-ouest de l'île, donc de partir de Solaire et de se rendre jusqu'à Anthrax en suivant un chemin, en faisant un trajet qui ressemble un peu d'un popsicle ou d'un suçon, pardon. Donc, un chemin qu'on faisait 30 kilos sur lequel on allait revenir à la fin. Mais après ça, une loop où est-ce qu'on rentrait dans les terres et on se rendait jusqu'à Anthrax, qui est comme la ville au nord-ouest, la plus nord-ouest de l'île. Et après ça, on revenait tout au long de la côte. C'était une journée magnifique. C'était de toute beauté. La particularité de cette ride-là, c'est qu'il n'y avait aucun plat. Au final, ça nous donnait, je pense, 2500 mètres de dénivelé positif sur comme 115 kilos. Ce qui n'est pas démesuré, mais c'était sans arrêt. C'était up, down, up, down, up, down, up, down, monte, descend, monte, descend, monte, descend pendant 5 heures sur le bike. C'était quand même challengeant. Puis il faisait un petit peu plus froid. Là, les 3 derniers jours, il a fait vraiment plus froid que la première semaine. Donc, tu sais, tu montes, tu sues. Là, tu redescends, tu gèles. Tu montes, tu sues. Tu redescends, tu gèles. Mais là, en jouant un petit peu avec nos habillements, ça a été correct. Tu sais, en ce moment, cette semaine, en fait, de ce qu'on entend des gens ici, c'est le plus froid qui fait l'hiver. Puis il fait 12-13. Fait que, tu sais, habillez-vous convenablement avec plusieurs épaisseurs pour pouvoir enlever des couches en montant, remettre des couches en descendant, puis vous allez avoir aucun problème. Un commentaire, puis là, c'est le noob en moi qui parle. Tu sais, ça fait 1 an et demi que je fais du bike, fait qu'il y a plein d'affaires que je sais pas. Notamment, ça, je m'en doutais un peu, mais là, je l'ai expérimenté vraiment pour la première fois, d'avoir des genres de bottes que tu mets, je sais pas si vous entendez, il y a plein de monde qui passe. Ça semble être la récréation, la fin des cours, là, il y a plein d'enfants. Bref, je vais power through, puis au pire, c'est juste moi qui les entends. Fait que c'est ça, des bottes que tu mets par-dessus tes souliers parce que je me suis mis à geler des orteils. Puis c'est chiant. Tout le bout où est-ce que tu gèles les orteils, c'est chiant. Puis là, en est, t'arrêtes de les sentir. Fait que là, ça fait juste... T'es sens plus, fait que tu peux pas avoir froid. Fait que c'est comme le point positif de ça. Mais c'est ça, fait que amenez-vous du linge, des couches pour pouvoir enlever du stock en montant, remettre du stock en descendant. Vous n'allez pas avoir de problème. Cette ride-là était vraiment magnifique. C'était, tu sais, quand tu longes la côte, là, tout le retour en longeant la côte, il y a des villes côtières. Il y a une ville qui s'appelle Deia, D-E-I, accent grave, je pense, A. Cette ville-là est comme dans une genre de baie, mais vraiment surélevée par rapport à l'océan. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Passer là en vélo, puis il y a une longue descente en plus quand tu reviens vers Solaire, où est-ce que tu longes. C'est magnifique, honnêtement. À chaque virage, premièrement, il n'y a pas un col qui se ressemblait. Il n'y a pas une montée qui se ressemblait. Pas une descente qui se ressemblait. À chaque fois, tu tournes un coin, puis là, c'est comme « wow ». Une nouvelle affaire incroyable. À chaque fois, c'est la descente la plus magnifique de toute ta vie. C'était vraiment, vraiment beau. Puis cette journée-là, je savais qu'il y avait beaucoup de montées, beaucoup de descentes, puis que c'était jamais plat. Donc, je me suis quand même pacé.
Puis j'ai fait quelques efforts là, dans les derniers cols, mais sans plus. Puis une affaire qui était particulière, c'est que j'ai jamais fait autant de bike de toute ma vie, tu sais, sans arrêt, avec autant de dénivelé positif. Mais les 3 derniers jours, je me réveillais, je me sentais tellement bien, là. Puis j'essaie de faire, tu sais, je porte le Whoop, là, le bracelet Whoop, mais j'essaie de faire ma propre perception de comment je me sens avant de regarder mes statistiques Whoop, puis j'essaie de voir si ça concorde. Mais les matins, je me réveillais, j'étais comme, wow, man, ça va trop bien, là. Puis, tu sais, ma variabilité de fréquence cardiaque fait que le fameux HRV, là, d'habitude, quand je suis dans les bonnes journées, je suis autour de 100, là, j'étais à 140. Je pensais même que c'était une erreur, mais ça fait 3 jours de suite que j'étais à 140, puis je me sentais comme ça, là, tu sais, je me sentais vraiment bien. J'avais des jambes, de l'énergie, tout était good. Faut dire que je mangeais énormément. Tu sais, on arrêtait souvent à chaque 2 heures max, on arrêtait dans un dépanneur, se remplir les bouteilles, prendre un Coke, des Haribo. On mangeait beaucoup, beaucoup de glucides pour être capable de soutenir ça, 5 heures sur le bike à tous les jours. Là. Puis ça a l'air d'avoir marché parce que je me sentais incroyablement bien. Fait que ça, c'était la 5e journée de bike, la 6e journée de bike. On est parti de Solaire. Puis là, on a voulu faire 2 choses cette journée-là. Avant de quitter l'île, j'avais 3 affaires que je voulais faire dans la 2e semaine. La première chose, c'était monter tous les segments vérifiés de l'île de Majorque. Fait que les segments vérifiés sur Strava. Fait que ça, c'est comme des segments qui sont, entre guillemets, épiques ou des affaires qui sont legit puis qui sont souvent les endroits les plus utilisés, les passages les plus utilisés ou les endroits les plus renommés, disons ça comme ça. Donc, je voulais toutes les faire. La deuxième chose, je voulais monter le Puy Mayor, qui est la plus haute montagne, ou du moins la plus haute passe de l'île de Majorque. Puis la troisième affaire que je voulais faire, c'était de refaire Sacalobra, que je vous ai parlé dans la partie 1, parce que je l'avais souffert la première semaine. Pardon. Puis je voulais... je comprenais pas trop pourquoi mes powers n'étaient pas là. J'étais comme... c'est les premiers 4 jours, j'avais vraiment de la misère. Puis je comprenais pas trop pourquoi. J'étais comme un peu down. J'étais genre, Chris, c'est-tu comme... Pardon, je me disais, c'est-tu ça ma forme? Tu sais, c'est-tu de ça que j'ai l'air en bike? Je vais voir si le chat dans ma gorge s'en va ou s'il faut que j'arrête. Je pense que c'est bon. C'est ça, fait que j'étais comme un peu... je trouvais que j'avais pas beaucoup de power dans les jambes. On dirait que ça représentait pas ce que je savais que j'étais capable de faire. Puis finalement, après la première journée, quand on est allé jusqu'à Anthrax, je me sentais tellement bien. J'ai dit à Dom, hey man, faut qu'on retourne faire Sacalobra. Je pense que j'étais vraiment dans des mauvaises journées là, les 4 premiers jours, tu sais, ou les 3 premiers jours. Fait que là, la 6e journée de bike qu'on a faite, on a décidé de faire 2 de ces affaires-là. Donc, premièrement, partir vers Puy-Major. Fait que de Solaire, tu fais 1 km, puis c'est 15 kilos de montée à 6%. Straight up. 800 mètres de dénivelé en 15 kilos comme warm-up. Fait que là, on s'est dit, là, cette journée-là, il pleuvait puis il faisait fret. Fait que on s'est dit, on va monter puis on va faire des efforts, comme ça, on va pas geler. Fait qu'on a monté Puy-Major tout de suite en zone 2, poussé 230 watts tout au long de la montée. Puis là, après ça, on arrive en haut de Puy-Major, puis le début de Sacalobra, fait que, comme je vous expliquais la dernière fois, Sacalobra, il faut que tu descendes puis tu remontes. Et juste à peu près à 12 kilos par les montagnes. Fait que là, c'est un 12 kilos qui est un peu une descente, mais qui fait frais dans le Christ parce que là, tu es rendu à 1000 mètres dans les airs, puis il faisait déjà 12 en bas, fait qu'il fait 6 en haut. Il pleut, c'était misérable. Mais une fois qu'on arrive à Sacalobra, là, tu descends jusqu'au niveau de la mer, puis après ça, c'est une montée. Fait que, tu sais, il y a ça qui est déjà... que tu sais que tu vas faire un effort, fait que tu vas te réchauffer. Fait que là, moi, j'arrive en bas, puis là, je me sens vraiment bien. Fait que je dis, check, je vais réessayer Sacalobra en paissant mieux. Fait que je vais pas essayer de suivre Dom dans le premier 5 kilos. Je vais juste faire mon effort, puis progresser tranquillement s'il me reste de la sauce. Fait que finalement, j'ai fait un effort vraiment comme
modéré. Là. J'ai pas poussé à bloc, mais je voulais voir si vraiment mon niveau était ce qui était la première semaine ou si mon niveau était vraiment ce qui était cette journée-là. Puis, la première fois que je l'ai fait, j'avais fait 42 minutes 50, je pense, en poussant 253 watts pendant les 42 minutes, 253 watts de moyenne. Excusez-moi, je tousse dans un podcast, c'est le pire contenu audio. Fait que c'est ça, la première fois, j'avais fait 42 minutes 50 avec 253 de moyenne. Et là, la deuxième fois, puis j'avais souffert la première fois en passant. En finissant, là, j'étais défoncé. Puis là, cette journée-là, ben, j'ai poussé 285 watts, fait que 35 watts de plus ou 32 watts de plus. Ça m'a pris 38 minutes. Puis à la fin, j'étais top notch. Puis j'aurais pu, si j'avais voulu faire un effort complet de 40 minutes, j'aurais probablement pu pousser au-dessus de 305 watts. Puis c'était vraiment confortable, tu sais. Fait que ça m'a fait réfléchir à pourquoi est-ce que la première semaine, j'étais tellement off par rapport à mon niveau actuel. Parce que je pense vraiment que mon niveau sur Sacalobra, la deuxième fois, c'est pas mal mon niveau actuel. Fait que je vais revenir là-dessus après avoir parlé de la dernière journée de bike parce que je pense que c'est un constat plus large qui pourrait être intéressant pour les gens qui m'écoutent. Puis si vous m'écoutez jusqu'à maintenant, j'imagine que c'est parce que ça vous intéresse. Fait que restez à l'affût jusqu'à la fin. Je vais faire un genre de ma lecture de la situation. Puis après avoir monté Sacalobra, on a redescendu par le col de Sabataya qu'on avait fait la semaine 1. Puis après ça, on est revenu jusqu'au col de Solaire, qui était un autre segment vérifié que je voulais faire, qui est comme un col qui, dans le fond, pour se rendre à Solaire de la ville de Palma, ils ont fait une autoroute souterrain, sous les montagnes. Donc, toutes les voitures passent sous les montagnes et les vélos, ben, on passe par-dessus les montagnes. Donc, ça fait que sur la route, dans le col de Solaire, il n'y a aucune voiture à part les genres de petites voitures des gens qui habitent là, mais on n'en a pas croisé une. Fait que c'est vraiment une montée ultra sinueuse, là, des gros zigzags, des gros switchbacks, du bon pourcentage, un genre de 400 mètres de dénivelé sur 6 kilos. Un pourcentage qui se fait relativement bien. T'es pas obligé de te lever sur ton bike, tu peux juste pousser steady. Il n'y a pas de gros pitch, il n'y a pas de 10%. Tout est vraiment, c'est vraiment un beau col. Pour faire des efforts, c'est super. Puis après ça, ben, on redescend de l'autre côté. Je sais pas c'est quoi que j'ai dans la gorge. Tu redescends de l'autre côté jusqu'à Solaire. Et là, le troisième jour, du moins le 7e jour de bike, fait que le dernier jour de bike, hier, on a fait... Il nous restait un col à faire, vérifié. Il nous restait un segment vérifié sur Strava, ça s'appelle le col d'Honneur. Fait qu'on est reparti, on est ressorti par le col de Solaire, mais on l'a pris de l'autre côté. On a descendu jusqu'au col d'Honneur, puis là, on s'est mis à monter le col d'Honneur. Puis là, à un moment donné, Dom, il dit « OK, moi, je vais faire un effort ici. » Moi, rendu là, j'étais un peu gonné là, de ma journée de la veille parce que en plus d'avoir fait un effort sur Sacalobra, il y avait plus. Fait que tu fights comme de la température là, pour te réchauffer. Puis, fait que j'étais quand même défoncé hier. Fait que Dom me dit OK, je le laisse partir, faire son effort. Puis là, entre moi et Dom, il y a une rue. Puis là, dans la rue, clac, tourne une équipe complète de cyclistes. C'était l'équipe de Red Bull, en fait. Fait que c'était Red Bull, Bora, Hansgrohe qui tournent là. Puis là, moi, j'arrive. Là, je vois leur char en arrière. C'est leur char de ces autres. C'est les bikes qui sont avec Specialized. Fait que c'est tous des S-Work. Mais c'est les S-Work édition limitée Red Bull qui valent 26 000 $. Puis là, je me tourne. Puis là, je vois, premièrement, tous les gars qui viennent de passer, ils ont le bike entre les jambes. Mais deuxièmement, il y a le char avec les 8 bikes sur le toit. Tout marqué, tout le char marqué Red Bull. Là, je me dis, OK, non, j'y vais, tu sais. Je vais les suivre. Fait que là, je pédale, je me mets quand même à l'effort. Puis là, je me mets dans leur cul, dans le fond, dans leur roue, carrément. Puis là, je vois, tu sais, je cherchais qui était là. Je vois Alexander Vlasov qui est là. Il y a Primoz Roglic qui n'est pas là. Mais là, je me dis, OK, si Vlasov est là, c'est que c'est vraiment l'équipe A, là, tu sais, parce que Roglic doit faire son affaire ailleurs, mais Alexander Vlasov est là. Fait que là, je suis dans leur roue. Puis là, on dépasse Dom
Puis moi, je suis pas à bloc, là. Eux autres sont juste comme... sont dans une... Ça, c'est un autre apprentissage. Puis je vais finir mon anecdote. Mais on dépasse d'hommes. Là, je regarde d'hommes, je fais « Hey, man, yeah! » Puis là, il se tourne vers moi, il fait « Chris, t'étais avec eux autres? » Fait que là, il se met en arrière de moi. Là, je me mets à les filmer. Puis juste quelques mètres plus loin, je sais pas pourquoi, ma chaîne débarque. Fait que là, juste quand j'étais en train de suivre les gars de Red Bull pour faire l'ascension du col d'Honneur, ma chaîne débarque. Fait que là, je remets la chaîne, je repars un peu. Puis là, finalement, un petit peu plus loin, ma chaîne, elle fait juste carrément lâcher, exploser. Il y a un link dans ma chaîne qui a juste lâché. Fait que, alors que je voulais faire mes preuves devant la voiture Red Bull, ben, ma chaîne a décidé que je poussais trop de watts puis il fallait que ça lâche. Mais ça, c'est un autre apprentissage. Ça fait une couple de pros qu'on croise ici. Là, évidemment, ça, c'était l'occurrence la plus marquée parce que c'était une équipe complète avec les... Tu sais, Alexander Vlasov, il est peut-être dans le top 10 des meilleurs coureurs au monde, là. Fait que c'était vraiment l'équipe A de Red Bull qui est une des 3 équipes les plus grosses sur le Pro Tour, tu sais. Puis juste le fait que moi, j'étais pas à l'effort, quand j'ai réussi à les rattraper, là, j'étais en zone limite supérieure de la zone 2, probablement zone 3 pour être complètement honnête. Mais pas au seuil, là, je suis pas au threshold, je suis pas en train de pomper comme un malade. Puis je reste avec eux autres, tu sais. Puis je dois avoir 40 livres de plus qu'eux autres dans montée. Là. C'était un col en plus. Là. J'avais pas de draft pratiquement. On roulait à genre 15-20 km/h. Mais je réussissais à rester là sans être trop à l'effort. Fait que ce que ça m'a fait réaliser, c'est que ces gars-là, quand ils sont easy, ils sont easy. Quand ils font du relax, là, ils font du vrai relax. Juste le fait que moi, je sois capable de rester avec eux, sachant très bien que s'ils voulaient juste faire un mini effort, je serais dans le VO2, pas capable de les suivre, tu sais. Mais là, ils sont juste là, ils parlent, ils jasent, ils moulinent à peu près 90-95 de cycles pas cycles, mais coups de pédale par minute. Fait que tu sais, vraiment, quand même considérablement plus lent que je pensais qu'il allait être. Et je dis pas ça en voulant dire qu'ils sont poches finalement puis que je suis meilleur. J'ai juste ça en voulant dire que eux, quand c'est relax, c'est relax. Puis ça, c'est un apprentissage que je vais garder avec moi parce que encore même si je sais tout ce que je sais, puis du moins, toutes les conversations qu'on a eues sur le podcast avec des experts qui disent ça, qui le répètent, je vais trop vite quand c'est lent. Je le sais. Puis il n'y a aucune raison de faire ça. Fait que ça, c'est un apprentissage que je ramène avec moi. Mais bref, fait que là, on arrive en haut du col, là, eux autres sont bien peinards, ils chill. Nous autres, on les filme un peu, on regarde un peu comment ça se passe, leur affaire. Puis après ça, finalement, on redescend. Fait que là, c'était le dernier col vérifié de cette journée-là. Là, on est allé faire un loop pour refaire une partie du parcours qu'on avait fait quand on était allé jusqu'à Anthrax dans le nord. On est allé arrêter à Val-des-Mosans pour manger dans un resto magnifique. Il y avait toutes des options véganes dans tout le resto. En passant, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je parle pas trop du véganisme sur mes plateformes, mais si vous m'écoutez ou vous me suivez, vous savez que je suis végétalien avec un astérix à côté de végétalien. Quand je suis chez moi, je suis 100% végétalien. Il n'y a aucun produit animal qui rentre dans ma maison. Quand c'est moi qui fais l'épicerie, je suis 100% pour des raisons environnementales, pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé, même si ça, c'est à diète de qualité égale, là, les bénéfices sont peut-être pas... sont égales, en fait. Là, on sait que ça nuit pas, en tout cas, c'est surtout ça que je veux dire. Mais dans un voyage comme ici, en Espagne, où est-ce qu'il faut que tu arrêtes à des pit stops, tu peux pas commencer à traîner tes sandwichs que tu as fait. Parce qu'à l'épicerie, tu peux... À Solaire, je pense pas que c'est possible, mais quand on était à Alcudia, dans des plus grosses chaînes comme des Lidl, là, les gros supermarchés, il y a du tofu. Fait que quand on était à Alcudia, au condo, j'étais 100% vegan. Mais dans une ville comme ça ici, premièrement, t'es chanceux en Christ, tu trouves du tofu.
Quand on mange ici, je mange des pois chiches, des pâtes aux pois chiches, là, avec une salade de légumes. Mais tout ça pour dire qu'à moins que tu amènes dans un sac Ziploc ta salade de pois chiches avec toi dans ton sac, c'est impossible d'être vegan à 100% ici. T'sais, les pit stops, premièrement, les Haribo, c'est des jujubes, il y a de la gélatine là-dedans. Donc, straight up, si tu élimines la gélatine, tu peux pas manger de Haribo, qui est la source de carbs la plus efficace en solide. Après ça, dans tous les dépanneurs, la seule affaire que tu peux trouver, c'est soit des pâtisseries, fait que des croissants, chocolatines, etc., ou des muffins. Fait que t'as comme pas le choix d'y aller avec ça. Puis, tu sais, je dis pas ça... Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je suis pas comme si à chaque fois que je faisais ça, je me sentais comme si je trahissais quelqu'un. Là. Mais je veux juste avertir des gens, si jamais vous, c'est votre cas, un voyage comme ça, c'est presque impossible parce que c'est quasi... En fait, c'est impossible. Parce qu'il faut que tu fuels, il faut que tu carbures, puis t'as pas le choix à amener de manger des calories. Puis les calories qui sont disponibles, c'est pas vegan, malheureusement, quand tu es en Espagne, dans des petits villages comme ici. Mais, ceci étant dit, puis c'est pour ça que j'ai parlé de ça, à toutes les fois parce que j'ai l'option, évidemment, je prends l'option vegan, mais puis le fait que je mange pas de fromage en général, là, ça c'est déjà, j'en ai jamais mangé, puis aujourd'hui, je mange jamais de fromage, fait que déjà ça m'aide. Mais au restaurant à Valdemosa, il y avait des options véganes sur toutes les affaires. Puis c'était genre des petites croquettes de tofu frites. Là. C'était tellement bon. Je me rappelle pas avoir mangé. C'était genre des nouilles, là, udon, là, avec des légumes frais. Je me rappelle honnêtement pas la dernière fois que j'ai mangé un mets vegan qui avait été composé avec autant de... je sais pas comment dire, de précision. C'était un resto. Le concept du resto, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est à l'entrée de Valdemosa. Puis c'est un resto frais. Fait que tous les ingrédients, c'est des ingrédients qui prennent en place. Puis dans l'assiette, ça paraissait. Là. C'était fresh, puis c'était... Souvent, l'option vegan, c'est genre sur le coin d'une table, man, ils te donnent... il remplace la protéine par des bins, tu sais. Mais là, ça, c'était comme pensé, c'était vraiment, vraiment bon. Ça, c'était la parenthèse bouffe. Puis, finalement, on est revenu par la côte, par le petit village de Deya que je parlais déjà, et on est revenu jusqu'à Solaire. Une très belle journée. À la fin, je commençais à être en hypoglycémie parce que on avait passé à travers mes sacs de Upica. Puis là, on avait une autre affaire que Dom avait, là, ça s'appelle du Precision Fuel, mais premièrement, c'était pas bon. Deuxièmement, tu sais pas trop les quantités de carbs que tu as. Fait qu'en arrêtant sa route, on a juste pris du Aquarius. Aquarius, il n'y a pas beaucoup de teneur en glucides. Fait qu'à la fin de la journée, je commençais à manquer de glucides. Puis ça paraissait, j'étais un peu désy. Puis ça commençait à genre... J'ai pas vu un char qui s'en venait. C'était pas dangereux, là, j'ai pas risqué de me faire frapper, mais j'ai juste été surpris par un char qui s'en venait que j'aurais vu normalement. Fait que quand des petits signes comme ça d'acuité mentale commencent à disparaître, c'est que t'es en hypo, puis soit c'est le temps que t'arrêtes, soit c'est le temps que tu manges. Puis là, on était rendu à Solaire, fait que ça a terminé la journée. Fait que c'est ça qui termine, dans le fond, mes aventures de bike. Un matin, j'ai fait une petite course là, de Solaire jusqu'au port de Solaire, j'ai monté jusqu'au cap en haut, où est-ce qu'il y a comme un lighthouse, là, j'ai oublié le nom, dans le fond, en français. Une lighthouse, vous savez ce que je veux dire. Fait que j'ai monté jusque-là, puis je suis revenu, un 14 kilos, rien de bien stressant. Juste pour faire un petit rappel de course à pied, là. Puis je me sentais super bien, vraiment beaucoup d'énergie encore. Et c'est ce qui termine mon voyage. Quelques apprentissages que je veux vous partager. Le premier, je vous l'ai déjà partagé, c'est que si les pros, les meilleurs au monde, quand ils font du relax, sont plus lents que moi, quand je fais du entre guillemets relax, c'est que mon relax il est vraiment trop rapide. J'ai pas besoin d'aller à cette vitesse-là. J'ai pas besoin de donner cet effort-là quand c'est une journée relax. Puis ça, c'est un apprentissage que j'espère que cette fois-là va rester avec moi puis va rentrer dans mon cerveau.
Deuxième chose que j'ai apprise, j'essayais de réfléchir à pourquoi est-ce que les 4 premiers jours, j'étais vraiment moins bon que les 3 autres d'après. Oui, évidemment, il y a le décalage, il y a la nuit passée dans l'avion qui est so-so. Tout ça, ça s'accumule. Mais avant de partir pour ici, j'avais quand même beaucoup d'éléments stressants dans ma vie. Puis je dis pas que j'étais stressé parce que je stresse plus vraiment à rien, mais c'était des éléments stressants à défaut d'un meilleur mot. Ça crée un stress sur le système. C'est sur ça que je veux dire. Que c'était soit lié à Upica, parce que là, c'était le Black Friday juste avant que je m'en aille. C'était soit lié au studio, où est-ce qu'il y avait des trucs qu'il fallait gérer avant le départ pour les vacances. Soit enregistrer des podcasts, soit faire des allers-retours Québec-Montréal, soit... La charge cognitive, parce que c'était aussi tout plein d'affaires différentes, fait que c'était de l'attention fragmentée qui allait dans toutes les tâches que j'avais à faire. À travers tout ça, tu sais, il y a des emails qui rentrent qu'il faut que tu répondes, puis là, comptabilité, puis bref, plein d'affaires. Je ne vous dirai pas tout ce que je fais dans une journée, mais c'est ça, fait que c'était vraiment une charge mentale quand même assez intense. Tout ça dans les quelques jours jusqu'à arriver au voyage où est-ce que, tu sais, j'avais hâte de partir, mais en même temps, j'étais comme fatigué. J'étais comme mentalement fatigué. Fait que on dirait que j'avais, oui, hâte de partir, mais aussi envie de rester chez nous en boule dans mon lit pendant une semaine, tu sais. Fait que cette espèce de... Puis c'était pas quelque... Tu sais, je venais faire de quoi d'incroyable avec un de mes meilleurs amis au soleil. Il n'y avait aucune raison pourquoi j'avais pas hâte de partir. Fait que oui, j'avais hâte, mais en même temps, j'avais ce feeling-là de comme je suis overwhelmed en ce moment. Puis ça finissait, tu sais, je savais que j'avais tout géré pour que l'espèce de rush soit terminée avant de prendre l'avion. Mais quand j'étais dans l'avion, j'étais encore un peu sur comme sa grosse adrénaline, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça a tellement été fort et gros que quand je suis arrivé en Espagne et que là, tout ça était réglé, puis, tu sais, mettons, mon équipe au studio, tout le monde était au courant que je suis en Espagne, puis que comme, premièrement, j'allais peut-être être plus lent à répondre. Deuxièmement, en après-midi, ben moi, c'était le tard le soir, ça se pouvait que je sois couché, puis ils savaient aussi que, tu sais, à moins que ce soit vraiment urgent, tu sais, pas besoin de me déranger avec des trucs, tu sais, qui sont pas nécessairement... ultra capitaux, mettons, là, pas pour dire important, mais ultra capitaux. Fait que, tu sais, j'avais comme tout ça, c'est tombé, puis je pense que ça m'a pris 2 ou 3 jours où est-ce que tout ça a déboulé, puis là, où est-ce que l'énergie mentale a pu juste évacuer. Puis les 2 premières rides de bike, c'est comme sorti, puis là, plus ça progressait, mieux je me sentais dans ma semaine. Puis là, les 3 derniers jours, j'étais comme, OK, non, là, je suis revenu complètement. Puis ça va. Puis juste à temps pour que ça se termine, tu sais. Fait que je pensais, quand je suis parti, je m'étais dit, oh boy, tu sais, là, je m'en vais faire du bike, je m'en vais voyager dans un pays qui, tu sais, il faut faire les transports, il faut gérer ces affaires-là. Je voyais ça vraiment en gros. Puis je voyais pas que j'allais être capable de revenir rafraîchi de ça. Mais là, je pense qu'avec les 3 derniers jours, je suis tellement comme... Tout a tombé. Je suis tellement plus zen. Puis comme de fait, ben mon power sur le bike s'est amélioré. Ma fréquence cardiaque a diminué. Ma variabilité de fréquence cardiaque a augmenté dans la nuit. Mon battement cardiaque au repos a descendu. Tous des symptômes, tous des effets, devrais-je dire, d'un stress diminué. Puis même si au moment de le vivre, tu te dis pas que je suis stressé parce que tu stresses pas, tu sais, c'est quoi le stress dans le fond, mais ton corps, il le sait, puis il l'emmagasine, puis c'est Charles Paquette sur le podcast qui parlait du stress is stress, et c'est vrai. Le stress, qu'il soit mental ou physique, ça reste du stress, puis ça s'accumule. Puis
Puis je pense vraiment que, alors que j'ai jamais fait autant de bikes de toute ma vie, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, après 4 jours, je vais être défoncé. Finalement, après 4 jours, c'est là que j'ai commencé à prendre mon rythme. C'est là que j'ai commencé à redevenir meilleur, à avoir plus de plaisir en plus, parce que quand tu peines à monter un col, c'est long en tabarnak, mais quand tu attaques le col, puis t'es dedans, puis t'aimes ça, puis c'est le fun, ben c'est vraiment plus agréable, tu sais. Fait que faites attention à ça, gang, le stress dans vos vies. Puis surtout conjointement, si vous m'écoutez, évidemment, vous êtes des athlètes d'endurance ou des gens qui aiment ça, ben conjointement, le stress de la vie, conjointement au stress de l'entraînement, c'est deux choses qui ne doivent pas être isolées en silo, mais doivent être prises en charge conjointement. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon deuxième apprentissage du voyage. Et le troisième apprentissage, c'est que Majorque, c'est le paradis du vélo, honnêtement. Puis, tu sais, j'ai réussi à avoir du plaisir à ce point-là, même si les 2 derniers jours, il faisait froid, on était mouillés, on avait froid, on gelait, je ne chantais plus mes pieds. Mais malgré tout ça, c'était incroyable. Fait que je peux juste imaginer ici, ça a l'air de quoi, mettons, le printemps ou l'automne, quand il fait un petit peu plus chaud, quand tu peux être en bib, en t-shirt, puis qu'il fait gros soleil. Ici, quand le soleil sortait, comme là, le soleil est en train de sortir, puis il a l'air de faire beau dehors, j'ai hâte de sortir. Mais ça, le soleil te réchauffe, c'est beau. Les cols sont magnifiques. Il y a tout ce que tu veux. Il y a des cols, il y a du plat, il y a de la plage, il y a tout ce que tu veux. C'est vraiment le paradis. Et si j'ai une recommandation à faire, parce qu'on a fait Alcudia et on a fait Solaire. Solaire, c'est quand même rushant parce que t'as pas le choix. Pour sortir d'ici, t'as pas le choix de faire un col, comme je l'expliquais plus tôt. Fait que si tu veux faire une petite journée de roule relax sur le plat, tu peux pas vraiment ici à Solaire. Fait que si j'avais une recommandation à faire aux gens qui nous écoutent, si vous avez un voyage de vélo à faire, soit tu restes à Palma, qui est la capitale, qui est la grosse ville, mais ça reste une grosse ville. Puis il faut que tu sors de la grosse ville avant d'être rendu sur les routes. Et Palma, c'est un petit peu plus loin que les gros cols. Puis si tu veux te rendre au Cap Formentor, qui est complètement au nord, c'est un asti de projet. Si j'ai à recommander une place, c'est la ville de Polança ou le port de Polança. Mais la ville de Polança est vraiment bien située, centrale. Tu peux te rendre soit au Cap Formentor, tu peux descendre au sud de l'île sur du plat. Tu peux, à 10 à 20 km de Polança, tu peux arriver dans les cols, fait que faire le col de Fébina, le col de Batalla, monter en haut, puis après ça, faire le sac à l'eau bras, descendre puis monter. Tu peux faire le Puy Major, tu peux faire le loop, le col de Solaire, Puy Major, puis redescendre jusqu'à chez vous. C'est vraiment un sweet spot. Fait que Polança, checkez ça. C'est tout accessible en bus qui passe à toutes les heures à partir de Palma. Ultra facile de se déplacer. Je recommande Majorque à 100% si vous aimez faire du tourisme de vélo. Fait que c'est ça, c'était la partie 2. Puis j'espère que vous avez aimé le vlog d'entraînement. J'espère que vous avez aimé écouter mes récits puis que peut-être vous alliez en tirer quelque chose. Fait que merci beaucoup, gang. Puis on se revoit quand on se revoit.